Et aujourd'hui, Roll est le parvenu s'associe pour un entretien avec Pablo Correa, l'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine dans le centre de formation en Forêt de Haye. Pablo Alejandro Correa Velázquez, les deux noms que je porte en Uruguay, c'est Correa le papa et Velázquez la maman. On porte les noms comme ça. Mes deux prénoms, parce que c'est pas trop connu mon deuxième prénom. J'ai 49 ans, jour d'aujourd'hui, bientôt 50. Né à Montevideo, petite ville capitale de l'Uruguay. L'Uruguay est un pays ancré entre deux monstres comme l'Argentine et encore plus grand le Brésil, avec une population qui est de la taille d'une ville en Europe, là comme ça, mais un pays assez grand, en tout cas dans l'histoire du football, dans celle que je choisis de suivre, un peu par vocation, mais aussi par hasard. Marié, 3 enfants, 3 grands enfants aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce qui manque à Nancy au final pour se stabiliser dans la première partie de tableau? Au vu des précédentes saisons, on a vu Nancy a fait l'ascenseur ces dernières années avec 3 saisons en Ligue 2. Maintenant, on est en difficulté en seconde partie de tableau. Qu'est-ce qui manque à Nancy pour s'ancrer dans le paysage footballistique français? Des moyens. Si on va vers une seule chose, des moyens. C'est vrai qu'on a tendance à penser que quand on réclame des moyens, on se dit qu'on pense tout de suite à l'argent, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre. Si vous faites un comparatif, vous faites les budgets du club plus grands que ceux qui finissent très haut au classement de championnat. À ce moment-là, il y a un parallèle qui s'est fait, toujours avec des surprises, on va dire. Il y avait Angers l'an passé, par exemple. Voilà, comme nous, à l'époque, on finit 4e, avec à l'époque un budget del 16e ou du 15e. Ça arrive. Comme ça arrive aussi, et on le revoit beaucoup plus, en tout cas, on le fait remarquer beaucoup plus, quand il y a un des grands qui vient à tomber dans la deuxième partie du tableau, on s'est dit comment avec un budget comme ça on peut finir dans la deuxième partie du tableau. Ça fait partie de la compétition. Mais si vous regardez d'année en année et vous sortez les dernières 5 ou les dernières 10 années, vous allez voir que ceux qui sont les plus moyens, ceux qui sont finis toujours devant. Ça veut dire que Nancy, aujourd'hui, il a un budget en Ligue 1 qui les permet en tout cas de lutter pour se maintenir, bien évidemment. Et à partir de là, vous pouvez prétendre à quelque chose de meilleur. C'est quel terrain qui va décider des décisions qui vont être beaucoup plus à faveur de vous que de l'adversaire, de la chance que vous portez, de la formation d'un groupe voilà, qui peut se sublimer et tout ça. Mais pour s'installer dans la première partie du classement, la première des choses, c'est avoir des moyens. Donc justement, il y a les investisseurs chinois qui vont bientôt signer le bail pour reprendre la SNL, peut-être la fin d'un cycle, avec l'arrivée de 25 millions d'euros dans les caisses à court terme. Est-ce que ça va faire entrer la SNL dans une nouvelle dimension? C'est pas que je ne crois pas, c'est que je demande de temps pour voir quels sont, autant que salarié de l'entreprise aujourd'hui, je n'ai pas d'informations sur la suite qu'ils veulent le nouveau propriétaire donner au club. Il y a quelque chose qui est indéniable, et si d'aventure on arrive, eux ils arrivent à augmenter les moyens que notre masse salariale il augmente considérablement, forcément les joueurs que vous allez pouvoir prétendre, c'est des joueurs d'une catégorie supérieure. Ça veut dire qu'à partir de là, forcément on peut. Sauf que est-ce que les gens qui vont venir, quel est le projet? Et ça, on a déjà vu avec Grenoble par exemple il y a 10 ans,
les investisseurs japonais qui avaient promis la Ligue des Champions à court terme, pareil, maintenant Grenoble est en CFA, il y avait Strasbourg, il y avait Le Mans, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que voilà, mettre beaucoup d'argent dans les caisses du club, ça suffit pas. Donc est-ce que ça serait peut-être pas dangereux aussi pour la SNL, un club familial, comme vous le dites dans votre livre? Je pense que quand on appelle un club familial, c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver un autre adjectif probablement qui nous amène à décrire c'est ce qui est l'esprit d'un club. Je ne crois pas que le club il doit perdre son esprit. Malgré, peu importe l'identité qui vont vouloir les donner. Chaque club, il a des particularités, il a une identité, il a des choses qui sont propres au club. Et dans celle-là, on doit rester bien enraciné en fait. Et une partie de la réussite d'un futur projet, il passe par là aussi. On garde certaines valeurs qui sont propres à un club, là comme ça. Pour revenir à ce que vous disiez, oui, il y a beaucoup de... quand je dis je demande d'avoir, c'est parce que del discours à le fait, il peut en avoir beaucoup de choses. Et dans le type de clubs que vous avez donné, par exemple, l'exemple de ce que ça n'a pas marché, il faut vraiment... d'ailleurs. Evian, vous étiez entraîneur d'Evian il faut bien voir entre... Et Evian, c'est un club, c'est un fort riche. On fait prétendre une certaine richesse, mais le club, il avait un budget de fonctionnement qui était des les plus petits de Ligue 1. Ça veut dire qu'il ne faut pas, comment dire, se surprendre ou être surpris, si vous voulez, du fait que quand vous avez les budgets les plus petits de la Ligue 1, forcément vous jouez le maintien. Par hasard, par différentes choses qui se mettent une sur les autres là comme ça, qui viennent à former un engrenage là comme ça, vous pouvez faire un éclat comme ça, mais dans la durée vous pouvez pas. Ça c'est sûr et certain. Vous avez parlé d'identité et la question que je vais vous poser c'est par rapport aux spectateurs, c'est également lié à l'identité du club. Actuellement, les stades de Ligue 1 sont vides, à moitié vides en tout cas. Les Ultras viennent seulement de revenir au Parc des Princes. Comment vous expliquez ce manque de ferveur globalement en France par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne? Si c'est vrai que c'est difficile de passer d'une séquence à l'autre, on va dire comme ça, parce que le président de Nancy, c'est quelqu'un de très abordable, qu'on peut les croiser dans la rue, discuter avec lui, et les voir physiquement. Ceux qui vont venir, on ne sait pas, mais pour faire face à la première partie de la question, sur les ultras, il faut savoir que même si les spectateurs ils sont en baisse, il y a eu une augmentation ces derniers temps des nombres de spectateurs. La particularité de la France, dans laquelle il y a beaucoup de sports différents, on va venir au cas de Nancy par exemple, dans une ville de taille très moyenne, parce que Nancy c'est à peu près 300 000 personnes avec l'agglomération. Il y en a le basket, il y en a l'hand, il y en a des cinémas, les volets des filles. Ouais. Vous savez beaucoup de choses. Il y a l'opéra, il y a différents théâtres, il y a pas mal de restaurants, il y en a une population aussi qui est répartie différemment, avec beaucoup d'étudiants et tout ça. En fait, le football, particulièrement en France, il n'arrive pas à toucher, en réalité, toute une famille. Si je change, si je vous dis, ok d'accord, dites-moi de votre famille qui il connaît les joueurs, qui est comme ça se trouve qu'il n'y a que vous, ou votre papa, ou votre frère, peut-être votre soeur, ça fait comme ça, votre maman, encore là comme ça, votre grand-mère et tout ça. Chose qui ne passe pas, par exemple, dans des pays, parce que je sais bien, je passe une partie aussi de mon temps là, en Espagne. En Espagne, dans les nerfs de la famille, et le football, il peut être invité
et tout le monde aura son mot à avoir, autant les hommes que les femmes, peu importe l'âge et tout ça. En France, on n'arrive pas à toucher encore à tout ça, et je pense que ça vient d'une question que la France il a été répartie pour différentes choses, et que le football il est vu aussi pour une certaine partie de la population comment quelque chose de... Pour les classes populaires, voilà, de la base société, on va dire comme ça. Mais à Nancy, par exemple, malgré la diversité que vous avez soulignée, on voit quand même que le taux de remplissage du stade est de 88%, et pourtant vous avez bien souligné la diversité des sports. Parce qu'il y a eu un politique, et s'il y a bien à reconnaître, entre autres, une qualité à notre président, c'est que lors de la crise de 2008, et pour être proche de lui, lui il s'est dit, les gens ils souffrent, je n'ai pas le droit de mettre un prix de place que je sais pertinemment qu'il y a une certaine partie de la population qui ne pourra pas payer. Et en fait, à partir de ce moment-là, lui, c'est pas qu'il a bradé les choses, il s'est dit, tiens, on va essayer de faire avec probablement un peu moins de ressources, on va chercher les ressources ailleurs via les entreprises et tout ça, et on va donner à les gens la possibilité de venir au stade pour un prix moindre. Mais il faut savoir, parce que vous n'êtes pas obligé de le savoir, que même à l'intérieur, par exemple, de l'UCPF, que c'est la partie qui réunit tous les présidents des équipes pro, ça a été pour lui une lutte d'expliquer, parce qu'il y avait certains présidents qui disaient « Ah, vous cassez le marché parce que vous... » La rentabilité, toujours... Le problème, c'est que le football, il a devenu un sport où il faut la rentabilité et tout ça. Il y a très peu de présidents aussi qui sont majoritaires, comme c'est le cas de M. Rousselot, et lui, il peut faire ce qu'il veut. Pas mal des présidents délégués, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils respectent une politique et là comme ça, et probablement ils se disent, bon, moi je préfère, comment dire, avoir 100 personnes à 5 euros, voilà, que le président il a fait le choix d'avoir 500 personnes à 1 euro. Et c'est ce qui a fait que Nancy, il joue en Ligue 2 avec une moyenne de 14, 15, 16 000 personnes. Et finalement, probablement, cette population-là qui est venue au stade, qui a crié, qui a fait ces petits plus que les joueurs ils ont besoin pour aller, probablement aujourd'hui aussi on est en Ligue 1 grâce à cette décision qui est politique. Mais Nancy, c'est un cas à part, mais ça s'explique pour la seule raison que notre président il a décidé de faire de cette façon-là. Et justement, il y a le stade de l'ASNL, donc le Marcel Picot, est détenu par le Grand Nancy. Apparemment, le club voulait être propriétaire du stade, comme c'est le cas à Lyon, à Arsenal, enfin à la Juventus, il y a beaucoup de grands clubs européens qui encaissent les revenus de la billetterie. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que Nancy va devenir propriétaire de son stade à court terme? Ça, je pense qu'il faudra attendre, bien évidemment, les projets qui sont les nouveaux arrivants. Et le football, c'est une drôle d'entreprise. Hein. Vous imaginez ici, aujourd'hui, ça annonce à peu près un budget de 30 millions. Dans le budget, il y a tout le budget de fonctionnement du club. Il doit en avoir 150 entreprises à Nancy qui aillent à un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Dépendre de beaucoup de choses du contribuable, parce que finalement les stades c'est le contribuable qui le tiennent, parce que s'ils appartiennent en réalité l'agglomération il est propriétaire par deux en fait, mais les stades c'est à nous tous. Ça veut dire que à l'avenir il faudra sortir de cette protection qu'on veut donner à soi-disant. Je
trouve que les stades, c'est pas un bâtiment public, c'est pas la mairie, vous n'allez pas vendre le bâtiment de la préfecture, aussi joli qui est, la mairie et tout ça, c'est pas vendre l'âme. Mais au bout d'un moment, si on veut vraiment que les gens s'intéressent à mettre de l'argent, parce qu'il faut savoir que les entreprises qui viennent de l'étranger et tout ça, ils vont payer forcément d'impôts, ils vont faire travailler, ils vont faire beaucoup de choses. Il faut sortir de le fait de dire, attends, s'ils viennent, ils vont me bouffer, ils vont me manger tout cru, là comme ça. Non, je pense que c'est logique en tout cas, dans la logique d'entreprise, que s'ils viennent s'installer, que s'ils vont faire des investissements là comme ça soit accompagné aussi pour une certaine rentabilité. Je ne sais pas s'ils seront rentables ou pas, mais en tout cas, les donner la possibilité qu'ils fassent là comme ça. Et ça ne veut pas dire que forcément, s'ils seront propriétaires du stade, les prix augmenteront et tout ça. Probablement, si... c'est ce qui va permettre dans un modèle économique, probablement, si les stades ils les appartiennent, probablement, ils vont changer les loges. Et les loges, c'est les entreprises et tout ça. Et des fois, vous savez, ce qui paye une entreprise, c'est l'équivalent des 2000 spectateurs. Ça veut dire que si demain les loges, il faut les voir comme ça, à mon avis aussi, une partie, ça ne peut pas passer comme ça non plus, mais on peut que demain, on vend des loges à certaines entreprises beaucoup plus chères, parce que c'est des entreprises qui sont les moyens, parce que ces entreprises sont beaucoup plus importantes. Et à ce moment-là, ça permet d'équilibrer le prix de la tarif normale que les supporters normaux il va payer. C'est pour ça qu'il faut les voir aussi d'un côté et de l'autre. Et dans cette logique d'entreprise et de rentabilité, comment vous, en tant qu'entraîneur, vous arrivez à concilier les impératifs économiques de vos dirigeants et les impératifs sportifs par rapport au recrutement et aux ventes des joueurs? Vous disposez d'une enveloppe là comme ça, qui n'est pas extensible, bien évidemment. Ça veut dire que vous allez regarder les joueurs qui rentrent un peu dans cette enveloppe-là. Vous ne pouvez pas aller boire des autres choses que vous savez qui ne sont pas pour vous parce que vous perdez le temps et là comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est une question de moyens dans le football. Sauf que des fois, c'est ce qui intervient, c'est là que le président il fait des arbitrages. Des fois, lui, il va décider d'augmenter cette partie est là comme ça, mais ça dépend vraiment de nous. Et quand je parle de nous, je parle de la politique sportive, parce que si vous commencez à mettre le président dans la difficulté de le mettre dans un budget dans lequel lui il va pas pouvoir tenir les engagements, c'est le début des soucis. Mais au-delà du recrutement, il vous arrive de devoir vendre des joueurs que vous auriez préféré garder sans doute? Ça c'est une évidence. On était confrontés ces derniers temps à travailler, en tout cas les dirigeants, à travailler en amont. Ça veut dire qu'on fait un budget, bien évidemment, qui représente un certain chiffre, par exemple 10, en sachant que à la fin de l'exercice, on pourra seulement à niveau de ce que je prie, 8. Ça veut dire que vous avez déjà un déphasage de 2 millions, en mi-temps. Je mets des chiffres qui ne sont pas... Mais si vous faites un budget de 10 et vous pouvez prendre qu'avec les recettes et tout ça, 8, vous avez un passage de 2 millions. Pour finir l'exercice, forcément, vous devez vendre un joueur pour équilibrer. Vous ne vendez pas un joueur pour répartir là comme ça, pour dire, bon, je vais vendre un joueur très cher pour acheter 4. Non, vous vendez, et c'est le cas de ces dernières années, vous vendez un joueur pour équilibrer. Jusqu'à maintenant, on a été obligé de vendre. Mais Nassar derrière nous, qui a signé à Monaco l'été dernier, on sait qu'il va y retourner. Rémi Walter dans la même année. Rémi Walter, ouais. Et l'année avant, Lusamba aussi, la même année. Et l'année avant, c'était le cas d'Ibrahim Amadou. Qui est parti à Lille. Ouais. Voilà. Vous perdez ces joueurs-là qui, quelque part, c'était l'avenir des joueurs. Il y a quelque chose qui a changé par rapport à 10 ans en arrière, par exemple. Dans ma première étape au club,
Avant, dans la logique des choses, vous travaillez dans un centre de formation, ça vient chez les pros, ça joue 3 à 4 ans minimum, ça donne des résultats au club, et plus tard, vous faites à la revente en valeur achetée. Qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qui a changé? C'est que aujourd'hui, un joueur il est au centre, il sort du centre, et les 3 ou 4 ans minimum, ils sont réduits à 1 an. Je vais vous raconter une anecdote qui parle, elle est parlante vraiment de comment est le marché aujourd'hui. Tant que nous, on est dans les besoins, il y a des équipes qui sont plus riches que vous, c'est la demande et l'offre, c'est ce qui s'installe là comme ça. Quand je suis revenu en octobre 2013 à Nancy, au club, je commence à voir les entraînements, je ne connaissais pas tous les joueurs. Ibrahim Amadou, il a fait toute la formation en tant que défenseur central. Et moi, en regardant les entraînements, je vois qu'il a des conditions vraiment très intéressantes pour jouer milieu de terrain. Finalement, je me dis, ok, on va voir, parce que s'il a fait toute la formation, c'est difficile chez les pros sortir d'un moment à l'autre comme ça, à changer de poste, à convaincre, tout ça. Il ne faut pas seulement dire, bon, maintenant, tiens, je vais aller mettre là et là comme ça. Avec Moncef Zarga, vous le dites dans votre livre. Voilà, par nécessité à l'époque. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on finit l'année, et on arrive à cette année-là, au début de l'année, et tout en début de l'année, je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai le temps, je vais aller convaincre qu'il peut devenir un bon milieu de terrain. Finalement, il fait l'année au milieu de terrain, et le club, il le vend autant que milieu de terrain. Ça explique aujourd'hui le besoin qui sont les autres clubs aussi, de venir à piocher chez les jeunes là comme ça, mais ça explique aussi que dans l'absolu, si on aurait vendu autant que défenseur central, parce qu'il a passé des étapes là comme ça suffit d'une bonne année en tant que milieu de terrain pour que lui s'en aille. Et finalement, il est parti. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça la règle pour Nancy, c'est ça. C'est le besoin de Nancy qui a fait qu'on perde forcément une partie de ces joueurs-là. Je vous dis encore une fois, Benjamin Chanou, Rémi Walter, Arnaud Lusamba, Ibrahim Amadou, ça a passé à ça pour Clément Lenglet, Youssef Aïbenasser. Ça sont des joueurs qu'aujourd'hui, ils devaient normalement être en train de jouer à Nancy et faire les beaux jours de Nancy. La SNL est connue comme étant un club formateur. Comment ça se passe au niveau du recrutement? Vous allez regarder les joueurs donc, dans les équipes de jeunes, vous parlez avec les entraîneurs adjoints. Comment ça se passe concrètement pour sortir un joueur? On se dit, ça y est, celui-là, il est prêt pour jouer avec les pros. D'abord, on fait un tour d'horizon avec tous les entraîneurs du centre, bien évidemment. Rarement un joueur il fait l'unanimité là comme ça. Il faut savoir qu'il y a des joueurs il y a des cas, par exemple, dans lesquels le staff pro il n'est pas d'accord avec le centre de formation et vice versa. Nous aussi. Des fois, ça nous arrivait d'aller piocher un joueur en centre de formation. Mais lui, il n'a rien. Je vais mettre un exemple. Chris Malonga, à l'époque, et la vie du centre de formation, c'était pas terrible. Soit disant, il mettait en avant des autres joueurs. Voilà. C'est une vision aussi qu'on a. C'est une vision aussi qu'on a. Forcément, et à partir de là, on travaille. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas le contrat déjà que ça marche, parce que en France, on a tellement verrouillé pour que les jeunes ne partent pas à l'étranger et tout ça, qu'au bout d'un moment, pour une question d'âge, on doit faire un choix. Et donc, qui a le dernier mot? Qui fait ce choix au final? C'est vous? C'est le président? C'est les entraîneurs des équipes? Quand je suis là, le moment que j'étais là, c'était moi. D'accord. Et donc justement, quand on ne peut pas s'appuyer sur le centre de formation, on va recruter à l'étranger. Vous connaissez donc la filière sud-américaine de la SNL avec les joueurs comme André Louis, Kim, qui ont fait des beaux jours donc, de la SNL il y a quelques années.
Comment vous allez chercher par exemple un joueur comme Sergei Tchernik en Biélorussie ou Kabako en Uruguay? Comment ça se passe concrètement? Vous envoyez des scouts, on en entend parler? Non, généralement, on a des gens qui nous renseignent sur différents joueurs qui ont une certaine valeur et tout ça. On s'appuie sur des gens, sur des réseaux qui sont déjà installés depuis longtemps dans les pays là comme ça. Et après, c'est exactement pareil. Il y a des propositions, mais c'est toujours nous qu'on valide ou on valide pas. Par exemple, vous, il y a 20 ans, vous étiez recruté par la SNL. Maintenant, c'est donc Eric Kabako, il vient d'Uruguay aussi. C'était le même chemin au final. On va envoyer des scouts là-bas. Il y a le président qui se déplace. Non, pas du tout. Et généralement, je discute avec Carlos Curbelo, que c'est un ancien de Nancy, que en plus, il a, comment dire, il a déjà une image du football français, forcément, parce qu'il sait, c'est très difficile de voir un joueur évoluer dans son championnat d'origine là comme ça, et dire tiens celui-là il fera les beaux jours de mon équipe là comme ça, parce que dans tous les pays on joue différemment malgré que le football il est universel comme ça, mais généralement ça passe comme ça, et le président la seule chose qu'il fait c'est finaliser et faire confiance surtout. Par exemple à l'époque Kim qui était avec une carrière un peu bizarre parce que Kim en fait il était dans l'équipe des jeunes de l'Atlético Mineiro et il y a un joueur, il y a l'entraîneur principal qui part en Arabie Saoudite et ils le prennent, mais lui Kim il avait presque pas joué chez les pros en Brésil et ils le prennent là-bas. Il y a un jour en discutant avec Carlos Curbelo, il m'a dit je dis tiens ces joueurs là, il m'a dit, ces joueurs, c'est pas pour vous, parce que c'est plus cher de ce que vous cherchez. Là, comme ça. Et je dis, tiens, montre-me-le quand même. Et quand j'ai vu les images, je me suis dit, tiens, celui-là, il a des choses intéressantes. Là, comme ça. Et quand je suis revenu de l'Uruguay, quand je discutais avec le président, qu'on avait déjà réglé des Adrien, des Adailton, des André Luis, comme ça, je dis, il y a un joueur que Carlos il m'a dit que le prix, c'est pas pour ce que nous on peut mettre, mais je trouve très intéressant là comme ça. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le président il a regardé aussi avec la vidéo et il a dit finalement ça peut être intéressant bien évidemment, même si on doit aller au-delà, si on doit prendre plusieurs risques, on va dire comme ça. Et finalement il a pris les risques qu'il fallait parce que Kim il a fait les bons jours de la SNL. En étant à la SNL il a après aussi parce que Kim il faut savoir que Kim était vendu très bien vendu, ce qui fait probablement le joueur le mieux vendu de toute l'histoire de la SNL. Il y a un autre grand joueur qui a joué à la SNL, un des meilleurs à son époque, Puy-Grenier. Et vous avez évoqué dans votre livre la médiatisation autour de Puy-Grenier. Est-ce que vous pensez vraiment que le peu de médiatisation autour de Nancy aurait pu porter préjudice à une sélection en équipe nationale? Est-ce que vous pensez que ça a été le cas? Pour être franc, pour moi il y a des joueurs plus nuls qui sont, quand je vois certains qui ont été internationaux comme ça, je me dis pourquoi pas Sébastien. Sébastien, il n'a pas eu la chance d'être dans un club un peu plus super pour que l'entraîneur puisse basculer dans son idée là comme ça. Il a payé le fait d'être à Nancy, bien évidemment, mais moi, je vois des joueurs avec pas d'aujourd'hui, je parle parce qu'aujourd'hui c'est tous des joueurs qui jouent dans des équipes de très haut niveau et là comme ça, mais par le passé j'ai vu certains joueurs qui sont joués en équipe de France, voilà, on peut revenir sur beaucoup de joueurs qui sont joués, voilà. Si Sébastien il aurait été à Bordeaux, je suis sûr qu'il aurait été un international. Et aujourd'hui donc Nancy est toujours victime de cette sous-médiatisation? On sera toujours, c'est la taille du club qui veut ça. Il faut un phénomène là comme ça où que le football il change énormément. Regardez les internationaux qu'il y a eu ici, voilà, Platini formé au club, Rouillet formé au club, il reste l'espoir dès que le centre de formation il puisse
un jour sortir un joueur qui deviendra international. Mais l'anglais, dans 2 ans, peut-être qu'il est quand même titulaire. Voilà. Vous savez, il y a des moments qui disaient non, mais les joueurs, les internationaux, il faut que ils jouent la Ligue des Champions tout le temps, et là comme ça. Moi, je peux aller regarder. Il y a beaucoup qui sont en équipe de France qui n'ont jamais vu la Ligue. Oui, ils voient la Ligue des Champions comme vous et moi, les mardis et mercredis devant la télé. Comme mon petit est néerlandais, donc c'est... Dans le rugby, il y a un système de salary cap, donc de plafond salarial qui a été mis en place. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure dans le foot? Parce qu'on voit les différences de salaire entre des joueurs, par exemple, de la SNL et des joueurs à Paris, à Marseille ou à Lyon, c'est un gouffre, donc ça porte forcément préjudice au recrutement, on l'a déjà dit. Est-ce que vous êtes favorable donc, à la mise en place d'un plafond salarial pour essayer d'équilibrer tout ça? En voyant des fois l'équipe de Toulon rentrer sur le terrain, je me dis que le système là, il doit avoir un problème parce que Toulon aujourd'hui c'est mieux qu'une équipe nationale en fait. Il a les meilleurs joueurs des différentes sélections là comme ça. Je ne sais pas comment ça marche le système vraiment chez les humains, mais je ne crois pas. Je ne crois pas à ça parce que aujourd'hui, par exemple, je ne vois pas pourquoi une équipe comme Paris Saint-Germain qui a un budget qui représente 15 fois le budget de la SNL, il doit payer un joueur là comme ça. Franchement, c'est probablement prendre les problèmes par les bas. Après, quand on peut parler des chiffres et tout ça, moi personnellement, ça ne me choque pas parce que ça fait partie d'un spectacle, ça fait partie de beaucoup de choses. Les droits de télé ils sont vendus aussi à un certain prix et que personne ne vous oblige à payer ces chiffres-là. C'est l'entreprise qui prend des risques et tout ça. Ça veut dire que je ne suis trop... Je ne sais pas comment on pouvait les mettre vraiment. Parce que ça répercute aussi au niveau européen, par exemple. Forcément, les meilleurs joueurs vont aller en Angleterre, ils vont aller en Espagne, là où ils vont être beaucoup mieux payés. Même s'il y a des problèmes financiers en Espagne, ils préfèrent aller jouer dans un club qui est endetté plutôt que de rester en France et d'avoir un salaire. À nous de faire que le championnat il soit beaucoup plus attractif. Comment on fait du coup concrètement? Il y a beaucoup de choses à faire déjà. Une des choses, c'est que la France, ils met beaucoup de barrières à les nouveaux arrivants, et on le voit bien. Pas de barrières, c'est inconsciemment, c'est pour ça que je disais, c'est à peu près dans les gènes. Je ne parle pas quand on parle de beaucoup d'argent, on a toujours tendance à penser l'argent sale, le blanchiment et tout ça, et pas forcément une chose est liée à l'autre. Il y a le caractère fiscal aussi en France qui c'est un frein. Il faut arrêter de dire que la France, Lyon, Paris ou Marseille, ils ne gagnent pas la Champions League parce qu'ils gagnent pas la Champions League parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir les meilleurs joueurs. Ils regardaient ce qu'il arrive à Paris aujourd'hui. Paris fait partie d'un frein, soi-disant pour le fair play financier qui a installé la UEFA. Chose que en Espagne, par exemple, malgré le fait que maintenant la dette est étalée de tous les clubs et tout ça avec le fisc, voilà, ça passe comme ça. Vous ici, vous pouvez pas dribbler l'URSSAF, les impôts et tout ça, et c'est logique. Mais tout le monde ne joue pas avec les mêmes règlements. Ça veut dire qu'à partir de là, je ne vois pas pourquoi on ne laissera pas monter à Paris des 500 à 750 s'ils veulent. On a toujours le souci du lendemain aussi de dire oui, mais attendez, si les investisseurs ils sont bons aussi, qu'est-ce que ça va devenir et tout ça. Je pense que dans des autres pays, et on le voit bien par exemple dans les cas de l'Angleterre, beaucoup plus libéraux, ils ne se posent pas la question comme ça. Parce qu'il y a eu cette réforme de la Ligue des Champions, donc on aurait juste les 4 meilleurs des 4 plus gros championnats qui accéderaient directement donc à la phase de poule. Ça va amener forcément à la disparition des novices au niveau européen. Demain à la télé, il y a Palerme, Steaua et Bucarest, et dans l'autre chaîne, il y a Real Madrid, Manchester United. Vous regardez quel match? Real Madrid, ça va être sur la chaîne privée, et ça va être pas forcément. Sur Bucarest, sur le public. À l'avenir, tout sera sur chaîne privée. Déjà, comment ça passe
en Angleterre, en Espagne, en Italie, je ne sais pas, mais en Espagne, il y a un seul match qui est ouvert à la télé publique, les autres sont tous en privé. Ça veut dire qu'il faut accepter aussi, et ça c'est le prix, c'est l'économie qui veut ça, c'est l'avenir. On ne pourra pas, et c'est là que la France il joue son rôle sociétal, là comme ça, et c'est bien, mais on ne pourra pas grandir si demain on ne donne pas quelque chose en échange. C'est vrai qu'on fait que cette formule-là, il a permis à certaines équipes de venir à côtoyer, voilà, là, comme ça. Sauf que les grosses équipes, vous savez ce qu'ils disent, la vraie Ligue des Champions, il commence à partir de février. Quand, voilà, il reste les 8, les 16, les plus grands, parce qu'à la fin, c'est toujours les gros qui arrivent. Il y a toujours un probablement qui se mélange un peu, mais rarement. Sauf que on fait goûter dans la première partie de la Champions League à certains clubs. C'est comme ça, il faut accepter. Il y a des grands, il y a des petits dans cette vie, c'est comme ça. Qu'on puisse les côtoyer, c'est super. Mais la vérité, c'est que la Ligue des Champions aujourd'hui, il a un nom et il ne représente pas ça. D'abord déjà parce que la Ligue des Champions, comme il le dit, c'est la Ligue des champions, comme c'était avant. C'était le champion et aller jouer la Ligue des Champions. Avec le 12e après, avec le 3e après, avec le 4e aujourd'hui, et voilà. Mais finalement, les grands aussi, ça les arrangeait, parce que quand Real Madrid il n'est pas champion, il est 12e, si c'est que le premier, ça se trouve que c'est le Barça, ou c'est l'Atlético qui va, et les autres deux, ils restent dehors. Ça veut dire qu'il fallait aussi arranger. Au départ, on n'arrange pas pour les petits, on arrange pour les grands. Parce qu'en Angleterre, par exemple, on parle des 4 équipes les plus grandes, là, comme ça. Si vous dites à partir de demain, je vais faire une Ligue des Champions avec le champion, c'est les Leicester qui viennent à jouer la Ligue des Champions, et les 4, ils sont à la trappe. Ça veut dire qu'au départ, la Ligue des Champions, il a changé parce qu'on se dit, tiens, on ne peut pas laisser le Real Madrid dehors, on ne peut pas laisser Barça dehors, on ne peut pas laisser l'Inter de Milan dehors, ou Milan AC, on ne peut pas laisser la Juve. Et ils se sont dit, d'accord. Mais finalement, est-ce que si demain, on fait une ligue fermée, avec tous les clubs qui sont plus représentatifs, je pense qu'il y aura autant de spectateurs, on verra autant de spectacles là comme ça. Parce que dans ce cas-là, par exemple, on prend Milan AC, on va prendre des anciennes gloires du foot d'il y a 10 ans pour les faire jouer donc cette ligue fermée, alors qu'aujourd'hui il y a des clubs qui seraient privés de Ligue des Champions justement parce qu'on veut faire la belle part aux anciens. Quand je parle d'une ligue fermée, je parle des choses aussi qui vous permettent de tenir aussi quelque chose. Vous ne pouvez pas tenir, vous savez, en Angleterre surtout, il y a des équipes voilà, qui sont une histoire et aujourd'hui ils sont vraiment disparus de la circulation. Voilà. Mais il y en a beaucoup, hein. Nottingham Forest, champion d'Europe. Voilà. C'est pas pour ça, mais je dis, de toute façon, les équipes qui sont les budgets les plus grands, c'est tous les plus grandes équipes. Ça veut dire que je dis pas quelque chose de fermé, mais je ne suis pas d'accord, en tout cas, avec cette Ligue des Champions. Comment on va faire demain une Coupe du Monde à 30, je sais pas, 48 équipes là comme ça. Ça veut rien dire en fait. Je pense que on les pensionne de la valeur à cette championnat-là. Mais attendez, c'est que mon avis. Et pour autant, je devais dire, attends, en tant qu'entraîneur de la Saint-Cyr, tout ça vient de défendre les petits là comme ça. Moi, je dis que la Coupe UEFA, il peut servir à ça. Il peut servir à ça. La preuve, on a montré. Mais pour moi, la Ligue des Champions, c'est l'élite. Et tout le monde, il n'y a pas d'accès à l'élite là comme ça. Mais ça fait partie de cette société aussi. On veut accéder tous à l'élite là comme ça, mais il n'y a pas la place. Il y a beaucoup de déçus qui restent au bord de la touche, comme justement les jeunes dans le centre de formation. Au final,
il y en a très peu qui arrivent au monde professionnel. Il y en a beaucoup qui restent sur le bord de la touche. Vous parlez de l'aspect psychologique aussi. Il faut se préparer mentalement au haut niveau. Et comment ça se passe du coup avec tous ces jeunes? Comment ils finissent au final? Ceux qui sont laissés sur le bord du terrain à 20 ans, 21 ans après avoir fait leur formation dans les équipes de jeunes. Le président de la République actuelle, il a fait Sciences Po, j'imagine. Voilà, il a suivi tout un parcours. Et il est de la génération, je ne sais pas, on parlait de Voltaire ou quelque chose comme ça. Oui, non? La promotion de Voltaire, là, comme ça. Et il y en a un seul qui arrive à être président. Ouais. Il y en a pas les autres, ils sont ministres. Du coup, on pourrait dire que l'anglais, dans 2 ans, il est en équipe de France. Et après, il y aura des Benasser, il y aura des joueurs comme ça à Diane. Il y a certains qui jouent à Monaco, des autres à Nancy, des autres à Loudre, des autres parce que le football, il ne se finit pas seulement dans la partie pro. Il y a certains que, vous savez, ici dans le centre de formation, les joueurs, ils suivent une scolarité normale, mieux que normale. Parce que les profs, ils sont là, l'école privée est à l'intérieur. Après le bac, on leur donne la possibilité de continuer différemment, forcément, parce qu'il faut adapter à ce qu'ils font. Après, ils sont dans une... En parlant de football, ils sont dans une école qui est privée, forcément, sans rien payer, parce que c'est le club qui prend là comme ça. Et c'est vrai que le cheminement, plus on monte, plus on commence à se rétrécir. Ça veut dire qu'il y a très peu qui s'arrivent à passer, mais c'est valable. Et les joueurs acceptent ça dès le début, ils savent qu'il y aura forcément un joueur sur... Et si les joueurs ne l'acceptent pas, je pense que ce sera une usine à faire des déçus. Mais il y a des autres, par exemple, qui ne vont pas être dans la Ligue, mais ils vont être en Ligue 2. Il y a des autres qui joueront en national, ils feront sa carrière. Il y a des autres qui joueront, peu importe, dans une petite équipe, mais ça va les permettre de s'épanouir, bien évidemment. Parce que malheureusement, on n'est pas dans, comment dire, à la fac de médecine, il y en a un numerus, comme ça, et les 3000, ils vont répartir autant kiné, autant dentiste, autant pharmacien, là comme ça, et chacun, il va trouver là comme ça. Et sinon, le football, ça passe pas comme ça, et à partir de ce moment, il faut accepter les règles. Mais je refuse parce que l'épanouissement en tant que personne et tout ça, c'est pas seulement jouer en Ligue 1 ou la Ligue des Champions et tout ça. C'est une question des moyens physiques, des moyens techniques, des moyens mentaux aussi. Et à partir de là, tout le monde ne peut pas accéder à l'élite. Ça veut dire que des fois, on peut devenir un très bon joueur de Ligue 2, s'épanouir, via ça, trouver pas seulement l'épanouissement, du travail, et là comme ça, quelque chose. Ça veut dire que nous, dans l'intérêt du centre de formation, c'est former bien évidemment les joueurs de football, et former les joueurs aussi à côté. Et pourquoi on va jusqu'au bac? Parce qu'après c'est difficile, parce que jusqu'au bac c'est un couloir unique, malgré qu'il y a des filières, hein. Il y a certains qui passent le bac S, ES, voilà, il y a différents, certains des bacs pro, là comme ça. Mais c'est ce qu'il faut savoir, c'est que le bac, comme pour vous, c'est un point de départ, c'est pas une finalité, c'est un point de départ. En tout cas, nous, en tant que club, politiquement, dans la politique du club, c'est les amener au bac, parce que même s'ils vont arrêter 1 ou 2 ans, à partir du bac, on peut commencer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on pousse pour qu'ils aillent au moins jusqu'au bac. C'est rare que d'ailleurs qu'il y en a des joueurs qui ne passent pas des diplômes là, comme ça. Vous avez également une certaine affinité, ou en tout cas un intérêt pour l'Atlético Madrid, il me semble. Voilà, on a bien vu avec Simeone que l'équipe était en train de muter à ce qu'il lui veut. Je suis admiratif de ça, parce que c'est pas évident. Toutes les équipes, comme on a dit avant, ils sont sur ses racines, ses valeurs propres, et là comme ça. Et venir avec une certaine personnalité, imposer ça et faire et réussir, c'est quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas un modèle, un seul. Je suis plutôt admiratif de
personnes qui peuvent arriver là, comme il a été Mourinho, par exemple, quand vous êtes champion au Portugal, vous êtes champion en Espagne, vous êtes champion en Angleterre, vous êtes champion en Italie, forcément, avec des différentes équipes, vous arrivez à faire jouer cette équipe-là comme vous voulez les faire jouer. C'est quelque chose que ça demande de la personnalité, ça demande beaucoup de choses, pas seulement de la compétence autant que technicien. À partir de là, je suis admiratif de tous ces entraîneurs-là qui sont capables de... Et justement, vous dites ça dans votre livre, même s'il y a des inconvénients et des obstacles, l'idéal ne doit pas changer. Du coup, concrètement, c'est quoi votre vision du foot? Moi, je suis persuadé que le football, c'est une question d'équilibre. Et quand on parle d'équilibre, on peut parler tactiquement, on peut parler physiquement, on peut parler à niveau des talents, à niveau des mental. C'est tout un équilibre émotionnel aussi. Ça veut dire que à partir de ça, vous devez... et l'équilibre, c'est aussi pas gagner 2 matchs et croire que votre équipe est capable d'aller au ciel, mais pas perdre 2 matchs et aller plus bas que la terre. Moi, ça m'est arrivé par exemple à Lyon, pour vous dire qu'il y a des équipes, que chacun il a son image et là comme ça. À Lyon, quand on gagnait, c'était carnaval en fait, et quand on perdait, c'était la mort là comme ça. Et ça, c'est propre des équipes amateurs, on va dire comme ça, dans laquelle on passe d'une exposition à l'autre, là comme ça. Et le haut niveau, il demande de la régularité. Dans tous les états, il demande de la régularité. Ça veut dire que le football, c'est de la régularité. Si vous n'êtes pas régulier physiquement, vous ne pouvez pas exprimer votre talent. Et si vous ne pouvez pas exprimer votre talent, forcément, la performance, c'est individuel et collectivement. Ça veut dire que c'est une question, pour être régulier, il faut avoir un certain équilibre dans tout ce que vous allez entreprendre. Et vous avez déjà réussi à exprimer cet idéal à Nancy. Il vous reste quelques années en tant qu'entraîneur. Est-ce que vous pensez à aller entraîner une équipe à l'étranger, par exemple? Quelles sont vos ambitions pour les prochaines années? J'aimerais bien entrer en Espagne. Je ne le cache pas et je le dis depuis un moment. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que c'est un football complètement différent. Et parce que je vais voir aussi si je suis capable d'avoir des résultats dans un autre football comme ça. Ça, c'est tout que ça ne viendra jamais. Mais en tout cas, moi, j'aimerais... Vous avez déjà été approché par des équipes espagnoles? Oui, mais c'est pas au bon moment. Je t'ai approché à un moment où la SNL jouait la Coupe d'Europe. Plus tard, je peux le dire, c'est Celta de Vigo qui avait joué la première Coupe d'Europe en même temps que nous et qu'après il avait presque disparu de la partie professionnelle espagnole, mais qu'il est revenu aujourd'hui. Tout au début de ces projets, c'est vrai qu'il... Mais voilà, c'était pas un bon moment. Je t'ai approché pour une autre équipe après, quand je laissais Nancy, dans les temps que je n'ai pas travaillé, mais c'est une équipe que... À l'époque, ils m'ont conseillé de ne pas y aller. Et moi, je pense que j'ai bien fait parce que l'équipe s'est retrouvée dans des difficultés assez grandes. Mais voilà, ça a été jamais au bon moment. Voilà. Donc c'est vous. En fait, dans les postes que j'occupe aujourd'hui, peu importe si c'est à Nancy ou ailleurs, vous devez en avoir des résultats tout de suite. Aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. On l'a vu à Évian-Tenant-Gaillard, par exemple, puisque vous aviez commencé votre saison avec des... Évian, à cette époque-là, ils ne savaient pas que derrière eux, il y avait le meilleur classement de toute l'histoire du club. Et quand vous dites ça, ça paraît un peu violent quand vous le dites au moment là comme ça. Si je le viens à dire aujourd'hui, ils vont dire finalement tu avais raison. Mais quand je le dis, ça me portait préjudice. En fait, parce que pour moi c'était la réalité. Et malheureusement, c'est pas moi qui me trompais. Lors du match de Havre, on rentre à la mi-temps, on est mené
1-0 dans un match très important, même si nous on faisait la course devant. C'était fin avril, c'est ça? Voilà, le Havre, il veut raccrocher, il savait préparer ces matchs-là. À l'échauffement, ils étaient super motivés, soi-disant, là, comme ça. Et nous, on fait une deuxième mi-temps extraordinaire dans laquelle on laisse les stades vraiment muets. Presque l'équipe de Havre en demandant que ça s'arrête parce que vraiment c'est un 3-1, voilà. Et nous, bon, vous imaginez, dans le vestiaire, il y a la joie, forcément, un peu contenue aussi, parce que c'est un groupe qui est assez régulier, là, comme ça. Mais on prend le bus et on va à l'aéroport. Et nous, on voyage dans un avion privé, bien évidemment, pour une question d'horaire et tout ça. Mais en même temps, c'est un petit avion. On ne voyage pas dans un avion de 300 places pour optionner 25. Et en fait, l'avion, il était dans le tarmac. Il n'avait pas allumé le moteur et tout ça. La porte est ouverte, d'ailleurs. Et c'est Dialogue idyllique qu'il a commencé à chanter. Nancy Lorraine. Voilà, c'était ça. Non, parce que j'étais en train de réfléchir que c'était quoi, parce que c'était bien. Et lui, il a commencé tout doucement, parce qu'apparemment, ça commence tout doucement et ça vous montre là comme ça. Et en fait, ces jours-là, le président, il voyage avec nous, chose que ça passe rarement, parce que les dirigeants, ils viennent pour des moyens séparés. Généralement, nous, on arrive la veille, le président, il arrive le jour du match, comme ça, mais ces jours-là, il voyage avec nous, avec les dirigeants, avec certains dirigeants et tout ça. Et je me souviens de se mettre tout l'avion à chanter, et l'avion, il a commencé à bouger dans le tarmac, parce que c'est un avion assez léger, forcément, et ça reste l'image de beaucoup de choses. C'est ce qui représentait ces groupes-là, un choix de vivre là comme ça. C'est l'image aussi de que l'objectif, il était presque atteint, parce qu'on savait qu'à ce moment-là, on était à 11 points à 4 journées, à 12 points de... Voilà, on n'y était pas, mais on savait pertinemment qu'on n'allait pas perdre les 4 matchs qui restaient. Ça veut dire qu'on était de l'autre côté. Et surtout, c'est ce qui montrait, ce qui était ces groupes-là à ce moment-là, ça a été spontané. Ça est venu comme une nécessité de chanter. Et je me souviens, quand c'est comme ça, généralement, je voyage dans la première file et on était avec le président et tout l'avion, il s'est mis à chanter. Et généralement, l'hôtesse et les pilotes, bien évidemment, ne sont pas français. Parce que c'est des taxis comme ça, c'est tranché. Et ils rigolaient, mais ça m'a fait rigoler parce que l'avion, il bougeait vraiment et on était dans les tarmac, là, comme ça. Et ça a devenu cette chanson-là, ça a devenu la chanson que on a chanté toujours après le match, après chaque victoire et là comme ça. Et même ça fait pas longtemps on aurait commencé avec les victoires, on va dire comme ça. Ça a revenu parce que c'est et je ne connais pas 50, mais celle-là ça m'a marqué parce que ça est devenu encore une fois assez spontané dans la démarche et voilà, c'est quelque chose qu'on sait bien véhiculer là comme ça, même dans les moments difficiles. À tous Sciences Po et sportifs et artistes, bonne chance encore une fois pour cette année, que ce soit des réussites maximales.